Quand est-ce qu'il est mort? Oui. Non mais quand est-ce qu'il est mort? 1804. MDR. Bon, Kant il est un peu technique, tu vois, c'est comme Ronaldinho. Il est beau et impressionnant à voir jouer, mais c'est difficile de décrire précisément son jeu avec des mots. Bah c'est pareil avec sa pensée à Kant. Et là je viens de faire un lien entre le foot et la philo. J'aime bien faire des petits ponts entre les disciplines, tu vois. Et là je suis le premier depuis Albert Camus. Ouais, il kiffait le foot Camus. On s'en bat les couilles? Oui, 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 d'accord. Bon, Kant c'est le quatrième enfant d'une famille de 11 gosses. Putain, sa daronne elle a pendu la Mannschaft quoi. Putain, 11 gosses. Son daron il a Kekra ses capotes. Hein. Et je sais pas s'ils étaient tous comme lui, c'est ref, parce qu'à table ça devait être sympa les petits brainstorming de philosophie. Enfin ça devait couper l'appétit un petit peu. Si tu manges et t'entends ça, la raison est le pouvoir qui nous fournit les principes de la connaissance a priori. Aussi, la raison pure est-elle celle qui contient les principes qui servent à connaître quelque chose absolument a priori. Tu regardes ta purée, tu passes au café sans passer par la case dessert quoi. Et tu mets beaucoup de sucre, ça fait réfléchir le sucre. Apparemment il mangeait avec une personne différente tous les midis, souvent des inconnus. Je sais pas quelle appli il avait mais ça devait être un mélange de Deliveroo et de Tinder, c'est pas mal. La dernière chose avant de passer à la théorie, Kant il est pas mort puceau, je veux dire je veux abolir cette légende de merde. C'était un prof de fac célibataire, il en a forcément tripoté de lâche-le. Bref, on passe à la théorie. À un moment donné dans sa vie, Kant il se dit que les sciences naturelles et la physique sont arrivés à des résultats incontestables. Et lui veut montrer qu'on peut faire pareil avec la raison en philosophie. Mais d'abord pour ça justement il va analyser la raison. Et pourquoi ça? Pour voir ce qu'elle peut ou ne peut pas faire. Et ce qu'il remarque c'est que la raison, dès qu'elle s'éloigne du monde sensible, que l'on peut expérimenter, elle s'imagine comprendre les choses mais ce ne sont que des illusions. Par exemple quand on réfléchit sur l'existence de Dieu, de l'âme, de la vie après la mort, du paradis, etc. On peut toujours soutenir que ça existe ou que ça n'existe pas. Si tu veux on peut toujours raisonner et dire à peu près logiquement tout et son contraire. Parce que c'est des choses abstraites qu'on peut pas vivre réellement. Il pense donc que dans les domaines métaphysiques, la raison, elle se noie, elle devient inefficace. Et pourquoi? Parce que ce ne sont pas des objets d'analyse qui sont abordables par les structures de notre esprit. On ne peut pas les expérimenter, on ne peut pas les connaître. Lui, il pense qu'on peut juste croire ou ne pas croire, mais on peut pas aller plus loin. Mais du coup, malgré ça, il se demande que peut-on connaître réellement? Sur quoi la raison peut-elle opérer concrètement? Parce qu'il pense c'est que le monde, la réalité, on peut la connaître mais que partiellement. On ne pourra pas connaître les choses en elles-mêmes, en soi, telles qu'elles sont au fond d'elles-mêmes, leur essence, mais on peut les connaître par la manière qu'elles ont de parvenir à nous, c'est-à-dire dans les limites de l'espace, du temps, et les limites de notre appareil mental, de nos outils intellectuels et perceptifs. Donc je répète, on peut pas connaître les choses en soi, mais telles qu'elles nous parviennent. Seulement ce qui nous est donné à voir est permis d'analyser. C'est limité, mais au moins c'est réel. Et du coup il se distingue deux choses, c'est la différence entre le monde phénoménal, que l'on peut saisir par l'essence et examiner par la raison, et le monde nouménal, celui des choses telles qu'elles sont vraiment et qui nous est inaccessible, le monde métaphysique, transcendant. Alors ce monde nouménal, ça rappelle beaucoup Platon et le monde des idées intelligibles, et ça rappelle aussi Schopenhauer et le monde comme volonté. Voilà, pour faire des petits parallèles, hein. Ils ont chacun leur manière de parler de la partie impénétrable du monde, tel qu'ils le conceptualisent. De toute façon, dans la philosophie, c'est toujours ça, c'est le monde réel et le monde caché qu'on peut pas voir. Ce dualisme, il perdure depuis la nuit des temps, hein, depuis le... Je veux dire... Bref, allez vous faire enculer. Aussi, ce qu'il faut retenir de Kant, c'est qu'il s'intéresse pas directement aux choses, mais à la manière dont on les appréhende. Il va réfléchir sur le lien qui lie l'objet et le sujet qui le pense. Donc il a vraiment quelque chose à voir avec la subjectivité. Le sujet pensant construit le monde, se fait une idée de celui-ci et apprend à le connaître relativement de son point de vue. On n'est pas passif face à un monde objectif qu'on doit connaître parfaitement. Et quand il fait l'analogie avec ce que Copernic y découvre en physique, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Et lui veut faire pareil avec la philo. Ce qu'on croit dépendre de l'objet qu'on regarde dépend en fait du sujet regardant. Donc, encore une fois, c'est le lien entre sujet et objet. Et de la manière qu'il a de pouvoir entrer en connexion avec, justement. Donc pour Kant, la connaissance doit être analysée à partir de la faculté qu'a le sujet de connaître. Les êtres vivants, d'ailleurs, ils ont pas tous le même rapport aux objets. Les insectes, les singes... Les hommes n'ont pas les mêmes facultés intellectuelles et perceptives. Et chacun entre en connexion différemment aux choses, avec leurs facultés propres de connaître, qui diffèrent. Voilà. Et pareil pour la question du beau avec Kant. Il va pas proposer des normes objectives du beau, mais il va se demander pourquoi on pense que telle ou telle chose est belle. Avec lui, la beauté, c'est plus une qualité inhérente à l'objet. C'est pas le souci de sa réflexion en fait. Et sans être vraiment relativiste, il prend beaucoup de recul sur la manière dont on voyait les choses avant lui en fait. J'aime pas dire en fait, je le dis vraiment, j'aime pas. Alors après, il définit ce que c'est le beau pour lui, et il emploie des répliques vraiment techniques, on va dire, et assez paradoxales. Alors, le beau, c'est une finalité sans fin, c'est ce qui plaît universellement sans concept. En fait, ça veut dire qu'il trouverait beau ce qui a l'air d'avoir été créé pour être beau, mais qui n'a pas pu l'être. Désolé, mon explication, elle est aussi barge que la sienne. Parce que pour lui, le sentiment de beau n'est pas pur s'il est lié à quelque chose de conceptualisé au préalable. Par exemple, tu dessines une rosace, il y a une harmonie qui s'en dégage, on pourrait dire une certaine beauté, mais comme tu as pensé la chose, tu l'as conceptualisée avant de la créer, ça n'est pas pur, donc ça n'est pas beau. Mais par exemple, un flocon de neige, vu que ça existe tout seul dans la nature et que personne l'a créé et l'a conceptualisé au préalable, alors
Peut-être Dieu, mais Dieu on peut pas le connaître, comme l'a dit Kant précédemment, il est malin. Donc comme personne l'a conceptualisé avant, ce flocon, il est beau. Et il y a plusieurs trucs comme ça dans la nature, il y a les flocons, je vous mettrai des images des autres trucs. Alors niveau morale et liberté, nous instinctivement on pense qu'être libre c'est faire ce qu'on veut, céder à nos caprices, etc. À lui pas du tout. Pour lui tu as du libre arbitre si tu te soumets à la loi morale. Donc tu peux te concocter ta loi morale, hein, et il faut s'y soumettre, et c'est comme ça qu'on est libre et qu'on échappe au déterminisme, en luttant contre ses bas instincts. Mais du coup, pour ces impératifs, Kant, il t'aide, il a déjà réfléchi à ça. C'est ce qu'il appelle les impératifs catégoriques. En gros, faut agir de telle sorte que la maxime de ton action puisse être universalisable. C'est-à-dire qu'en gros, que si tout le monde fasse comme toi, le monde se porte bien. Si tu penses que c'est le cas dans ce que tu vas faire, tu peux le faire, ça marche. Par exemple, tu veux te suicider. Bah, si tout le monde le fait, l'humanité n'existe plus. C'est pas bien. Sauf pour Schopenhauer qui te dira que c'est pas plus mal parce que le monde c'est de la merde. Bon voilà, on a fait une petite vision transversale de la pensée de Kant, célèbre philosophe allemand. Putain, dernière chose, Kant il était pas puceau. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit puceau? Le mec il est prof à la faculté. J'ai lu un livre et il disait qu'il aimait s'entourer des belles filles à sa fac. Qu'est-ce que tu veux qu'il soit puceau? Le mec en plus il était célibataire, il a forcément tiré des coups.